Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast lecture. Comme d'habitude, nous allons parler des réceptions et achats des livres que j'ai lus et de mon livre en cours. Je ne parlerai pas d'événements littéraires parce que j'ai pas été à des événements depuis le dernier épisode de podcast. C'était une partie qui était assez bien alimentée depuis que je fais des épisodes de podcast lecture. Ce sera plus le cas. Au mois de juin, il y a encore des choses, mais je vais pas pouvoir aller à tout, vraiment loin de là. J'ai un mois de juin, mais overbooké. Ça se dit encore overbooké? Non, très chargé. C'est plus à la mode, je crois, le terme overbooké. Voilà, un mois de juin qui va faire que je pourrais pas forcément assister à tous les événements littéraires qui me plairaient. Il y en a certains de prévus, hein, mais voilà. Et puis après, on arrivera sur juillet-août, donc il n'y aura pas. Et puis la partie des réceptions et services presse, de la même façon, petit à petit, il y en aura de moins en moins. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est un peu dans une transition, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, on va être un peu dans une sorte de transition de ce podcast lecture qui avait un certain rythme et où là, les parties vont un petit peu changer. Mais de toute façon, je reviendrai toujours vous parler de livres que j'ai pu lire parce que c'est la base, quoi. Enfin, je fais un podcast lecture. Si je vous parle pas au moins de 2 livres finis, c'est qu'il y a un souci. Alors, on commence donc par les livres que j'ai achetés et reçus. Alors, achat, vous savez que j'en fais pas tant que ça. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, j'ai une palle très importante. Il y a pas très longtemps, j'ai refait le point sur ma palle, j'ai tout suivi bien, enfin j'ai bien tout noté en fait sur Babelio, ça me permet de bien suivre. Je l'avais fait il y a 1 an, j'avais lâché le fil et tout, là j'ai recommencé pour que ce soit vraiment très carré, et puis voilà, très suivi quoi. Je peux vous dire quasiment au livre près combien j'ai de livres dans ma palle et je suis contente parce que comme je reçois un peu mon livre en ce moment, je la vois baisser. Non mais ça, c'est important pour moi, en fait, au final. Parce que je ne gère pas bien d'avoir une palle de presque 200 livres. Donc comme j'ai presque 200 livres à la maison, quand je vais en librairie, bien sûr qu'il y a des livres qui me plairaient. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, ah ouais, ce polar nordique qui me plairait. Ouais, alors à la maison, j'ai tel polar nordique, celui-ci, je les ai pas lus. Il m'attirerait encore plus que celui que je vois en librairie. Enfin voilà, j'ai tendance à fonctionner comme ça, à me culpabiliser en fait en librairie et voilà. Alors bien sûr je m'autorise des achats quand on fait une sortie libraire avec des copines, bien évidemment, puisque l'objectif c'est de s'influencer les unes les autres et c'est un moment assez intéressant. Les salons, je vais pas m'interdire d'acheter un livre en salon ou à une rencontre avec un auteur ou voilà. Mais c'est vrai que j'achète pas tant de livres que ça. Mais j'ai lu le 1er tome de Blackwater et il me fallait le 2e tome de Blackwater, le voici. C'est donc La Digue et vous savez, Blackwater c'est cette série de livres incroyables qu'on voit mais passer sur Instagram, mais je trouve que ça fait un raz-de-marée mais énorme. Enfin je suis impressionnée. Donc c'est un livre de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors donc je vous ai donné mon avis dans le précédent épisode, oui. Ça doit être ça. Je l'ai posté sur Instagram. Ma chronique a eu beaucoup plus de succès que mes posts habituels, quoi. C'était assez surprenant, mais ça va vraiment avec cet engouement qu'il y a autour de ce livre. J'ai vraiment hâte de lire. J'ai vraiment hâte de lire. Si j'arrive à finir ma lecture en cours pas trop tard dans la semaine, j'aimerais bien le caser. Franchement, ça me paraît chaud parce que là, il y a tellement de choses de prévues d'ici la fin de la semaine qui vont empiéter sur mon temps de lecture habituel. Mais j'aimerais, en fait, je l'ai pas planifié, mais j'aimerais le caser entre 2 lectures. C'est un livre qui va se lire vite, qui fait encore une fois 250 pages. Et voilà, mon rêve, mais impossible, ça aurait été d'être à jour en fait jusqu'à la sortie du dernier tome. Donc il y a 6 tomes, il y en a 5 qui sont sortis, le 6e n'est pas sorti, mais en fait il sort dans pas si longtemps que ça. Et je pense que je serai pas à jour, mais j'aurais bien voulu en fait. En fait, mon regret,
c'est de ne pas avoir vécu l'impatience à la sortie de chaque tome. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces tomes sont sortis à partir du mois d'avril et un tome toutes les 2 semaines pour avoir cette espèce de feuilleton et tout, et c'est vachement bien, quoi. Et du coup, il y a vraiment, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'engouement, on peut pas dire que j'ai pas été prévenue, que cette série était incroyable, mais je l'ai découverte vraiment tard et trop tard pour moi aussi vivre cette attente, en fait, pour me jeter sur le tome, le lire et me dire, allez, vite, 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 vivement la sortie du prochain. Voilà, je suis passée à côté de ça malgré tout. Et j'ai acheté ça dans une librairie à Levallois-Perret. Et en fait, je suis arrivée, je cherchais une sorte de présentoir avec tous les Blackwater et tout. Oh, je fais le tour, je fais un premier tour et je vois rien. Et puis j'ai un libraire qui vient voir pour me dire, pour me demander si j'avais besoin d'aide. Je dis bah oui, est-ce que vous avez la série Blackwater en fait? Mais oui, en fait elle était vraiment à côté de la caisse. Et donc j'ai dit voilà, j'ai lu le premier tome et je voudrais le deuxième. Et puis donc le gars, donc si vous voulez le deuxième, c'est que vous avez bien aimé le premier. Et du coup en fait on a discuté un peu par rapport à ça et c'était intéressant notamment parce que je suis pas habituée à avoir des échanges avec avec un libraire et là c'était agréable. Enfin voilà, bon, moi ça rejoint d'autres choses enfin, dont je vais pas particulièrement parler ici, mais c'est vrai que ce côté petite librairie, conseil par un libraire, c'est des choses que je connais peu. Pour une histoire géographique, hein, tout simplement de lieu où j'habite. Du coup, je comprends. Enfin, à chaque fois que je fréquente une petite librairie où il y a un tel conseil et tout, à chaque fois, je me dis, ah, je comprends en fait qu'il y ait des gens qui boycottent Amazon, etc. Mais en fait, quand on n'a pas ça, bah, acheter sur Amazon ou en librairie, quand on n'a pas de conseils, ça change pas grand-chose, quoi. Voilà, mais là, enfin, j'ai apprécié, si vous voulez. J'étais dans ce truc, dans cet engouement, puis voilà, en fait, je voulais le tome 2, puis une fois que j'ai eu le tome 2, je me suis dit, je veux le lire, et je tombe sur quelqu'un qui a aussi été pris par cette série. Beaucoup plus à jour que moi, du coup, mais voilà. Alors, sinon, au niveau des réceptions, j'ai reçu ce livre, Les Rangers du ciel d'Horace McCoy chez Gallimard série noire. Je suis juste déçue parce que voilà, il y a eu un petit souci côté poste, mais voilà, donc merci beaucoup pour cet envoi. Donc c'est un livre qui était déjà sorti, mais la traduction a été révisée et en plus il y a 2 nouvelles inédites. C'est pour ça que c'est écrit culte vraiment. Donc moi je ne connaissais pas du tout. Donc là on est, si je vous lis rapidement la 4e de couverture, on est entre 1929 et 1934. Alors attendez, je vais vous lire plutôt que d'essayer de lire et de vous faire un résumé. Donc, entre septembre 1929 et octobre 1934, paraît dans la revue Black Mask, le fameux magazine pulp qui rendit célèbre Ahmet Chandler et tant d'autres grands auteurs de polar, pour la plupart traduits en français dans la série noire, une série de nouvelles qu'Horace McCoy consacre à Jerry Frost et ses pilotes des Texas Rangers, une unité aérienne de la police du Texas qui patrouille à la frontière du Mexique. Frost, tout comme McCoy, est un vétéran de la Première Guerre mondiale, mais désormais c'est le redoutable gang des avions noirs que combattent les fils de l'enfer. Les 14 histoires interdépendantes, regroupées pour la première fois dans un même recueil, dont 2 totalement inédites en français, détaillent les épisodes de la guerre sans merci que se livrent ces as du ciel. Et ça m'intéresse. Donc c'est un livre qui existait déjà, donc si vous l'avez déjà lu, je veux bien avoir votre avis, mais en tout cas ça m'intéressait. Alors après, j'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres. Voilà, et je me suis dit que j'allais les ouvrir là et faire un vrai unboxing, parce que d'habitude j'ai déjà moi-même ouvert les enveloppes et je ne vous montre que les livres. Alors, là, mais en fait je sais tout, je sais tout. Je sais ce que j'ai reçu parce que je me souviens des échanges que j'ai pu avoir avec les maisons d'édition. Alors ici c'est Fleuve, donc j'ai été contactée par Fleuve pour être, je sais pas, c'est pas pour avoir un partenariat, pour être partenaire, je sais pas, enfin bon, bref, pour être dans leur listing et recevoir les nouveautés. Donc on m'a demandé si ça m'intéressait.
bien évidemment. Et donc, pour inaugurer ça, je pouvais choisir le livre que je voulais. Alors, j'ai demandé si jamais il restait Labyrinthe de Franck Tillier. Non, il n'en restait pas, je n'étais pas surprise. Donc, j'ai demandé celui-ci, qui m'avait l'air plutôt bien, d'après ce que j'avais pu lire au niveau du résumé. Donc, La clé du sang de Ruth Ware. Et depuis, je suis tombée sur une chronique hyper positive sur ce livre, en fait. Donc, j'étais très contente. Alors, c'est l'autrice de La disparue de la cabine numéro 10, qui est dans ma palle depuis presque un an pile. J'avais acheté à la Griffe Noire et ça faisait partie des coups de cœur Griffe Noire. Donc très fluoté et tout dans la librairie de la Griffe Noire. D'ailleurs, en parlant de librairie, avec excellent conseil, ça avait été une révélation pour moi d'aller dans cette librairie-là. Et puis c'est la première fois que je voyais Florence, c'est de Fluent Books. Alors, ce livre est sorti le 19 mai, donc c'est assez récent. Alors, Rowan Kane pensait avoir trouvé l'annonce parfaite, un poste de nurse dans une somptueuse demeure en Écosse avec un salaire très confortable. Mais le rêve va se transformer bientôt en cauchemar, elle aurait peut-être dû se méfier. Rowan sait qu'elle a commis des erreurs, mais elle n'est pas coupable. Du moins, pas de meurtre. Voilà. C'est pas mal, hein? Donc voilà, et puis en fait, il est beaucoup plus beau que ce à quoi je m'attendais. Parce que, vous voyez, cette serrure-là... Ah yes! Ah, c'est extra. Voilà. La 4e de couverture ici, en revanche, il n'y a pas grand chose, mais je vous ai lu le petit résumé. Next. Un paquet de chez Point. Donc là, il va falloir que je vous dise quelque chose. Hop, un livre, 2 livres et un petit papier. Alors, je suis contente. J'avais postulé pour faire partie du jury du prix du meilleur polar point. Voilà, je rigole parce que, si vous voulez, j'arrête pas de dire « Oh, il y a trop, je fais trop, génial. » Et puis en fait, j'ai postulé à plein de choses parce que ça me donnait tellement envie, puis c'est rigolo de postuler, enfin je sais pas comment dire, il y a je sais pas, il y a un petit défi et tout, puis c'est quand même hyper intéressant quoi, enfin, et donc j'ai été retenue, donc j'étais super contente, j'ai appris ça quand j'étais en vacances, j'étais à Carcassonne en fait, le jour où je l'ai appris, oh j'étais contente, j'étais au restaurant, c'était bien, je me rappelle, je fais oh, et donc on va recevoir 10 ouvrages et on nous a dévoilé les 6 premiers et là j'ai reçu les 2 premiers. On va recevoir les 6 premiers avant la fin du mois, ce qui va nous permettre cet été d'en lire quelques-uns. Alors je vais avoir pas mal de choses à lire cet été, entre d'autres choses que je vous ai pas encore annoncées. Et puis je suis toujours lectrice Charleston et puis il y a la rentrée littéraire et tout ça. Donc au début je me dis waouh, c'est pour l'été je vais me faire une palle avec tous les livres que j'aimerais sortir et puis allez hop, c'est le moment de lire du Lorraine Fouché, du Julien Sandrel, d'être à jour dans les Laure Manel, enfin c'est un peu ce dont j'aurais pu avoir envie pour cet été. Ça va pas être le cas, je vais lire beaucoup de thrillers, beaucoup de policiers, y compris des policiers nordiques. Je vais lire aussi des comédies romantiques de Noël en tant que lectrice Charleston. Et en fait, bah c'est chouette quand même parce que c'est pour des raisons... Enfin, je vous dis, j'ai postulé, on n'est pas venu me chercher, j'ai postulé, donc je voulais en faire partie parce que je postule pas si j'ai pas envie, et donc je sais pourquoi je vais lire ces livres et c'est cool. Et puis être lectrice Charleston et là vivre la fin de l'aventure cet été avec les comédies romantiques de Noël, ça va être même émouvant. Donc je regrette pas du tout que ça se passe comme ça, mais je vais pas lire cet été ce à quoi comment dire, je vais pas lire mon style habituel de lecture estivale. Voilà. En revanche, mais je vais lire mon style de lecture habituel parce que des policiers et des thrillers, ça c'est mon style de lecture habituel. Alors j'ai reçu les 2 premiers livres que je connaissais pas. Alors il y a celui-ci qui est vraiment petit. Donc Laisse pas traîner ton fils de Rachid Santaki.
Je vous montre vraiment bien la couverture. Donc, petit livre, 184 pages. Ça va se lire assez vite. En une demi-journée, ça va être plié. Alors, automne 2017, un adolescent, Sofiane, filme le lynchage d'un jeune homme par ses deux complices. Le supplice de Mathieu torturé puis jeté dans un canal est diffusé sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, les 3 responsables sont arrêtés. Comment des ados en arrivent-ils à s'entretuer pour des raisons parfois futiles? Avec une sincérité bouleversante, ce docu-fiction exceptionnel décortique l'enchaînement d'une tragédie inspirée d'un fait divers réel et analyse l'implacable loi de la cité. Voilà, ce livre m'intéresse beaucoup. Next, celui-ci. Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant de Jung Jae-yang, je ne sais pas comment on le dit, c'est un livre coréen. Donc, 4e de couverture, bienvenue au cabinet secret de Nam Han-jun, alias Bogos, pseudo-chaman et authentique escroc. Avec ses 2 complices, Ae-jun, sa petite sœur, une hackeuse de génie, et Soo Cheol, un colosse détective privé, ils vendent à leur riche clientèle des divinations sur mesure. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une histoire de fantômes des égouts les précipite dans de vrais gros problèmes. Cette comédie noire et hilarante, je trouve ça original, est la révélation du thriller coréen. J'ai du mal à parler. 380 pages. Et c'est écrit petit. On écrit petit, hein. Voilà. Donc ça, il faudrait que je les case assez rapidement pour pas prendre de retard. Voilà, voilà. Et dernière réception. Il y a écrit livre de poche. Alors ça oui, je sais, c'est le Cerf-Volant, donc écrit par Laetitia Colombani qui a écrit la 13, de toute façon on reconnaît bien la couverture. Il est petit, hein, dis donc, plus petit que ce à quoi je m'attendais, 229 pages. Merci William, parce qu'il me l'a proposé quand il a vu que j'avais lu la 13 et que j'avais bien aimé. Et donc là, si je me trompe pas, c'est là qu'on retrouve un des personnages de la 13. À confirmer. Voilà, donc ça c'est trop cool. Ça, je ne sais pas, j'ouvre. Hop! Je ne sais pas ce que c'est que cette petite enveloppe. Oh, c'est un joli mot. Donc justement par rapport à ce livre, j'ai le plaisir de te faire parvenir ce roman qui te transportera au cœur de l'Inde et de ses multiples facettes. Léna, brisée par un drame personnel, décide de tout quitter et de rejoindre le golfe du Bengale. Lors d'une promenade matinale, elle fait la rencontre de Preeti, qui lui sauve la vie. Cette aventure est un récit poignant où la résilience et le don de soi prennent tout leur sens. Magnifique roman féministe sur la reconstruction. Le Cerf-Volant dénonce la condition féminine et l'exploitation des enfants esclaves en Inde et souligne l'importance de l'éducation comme solution pour contrer cette misère. Signé William. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était les nouveaux livres dans ma palle. On va passer aux livres que j'ai lus. Alors, depuis la dernière fois où j'ai enregistré quand? 5 jours, j'ai fini 3 livres. Mais j'ai bien entamé un autre. Attends, j'ai hâte de vous parler. Mais on va déjà parler des livres que j'ai terminés. On le fait dans quel ordre? Bon, je vais commencer par le livre audio. Parce que je voulais vous en parler la dernière fois, mais j'avais trop de livres lus pour le... Enfin, voilà, j'aime bien que ces épisodes ne fassent pas 3 heures non plus. Donc j'avais laissé de côté, mais on va en parler maintenant. Donc il s'agit de Enfant de salaud de Sorge Chalandon. Lu par Féodor Atkin. Je l'ai écouté dans le cadre du jury du prix Audiolib et ça a été une sacrée écoute. Je m'attendais pas du tout à ce sujet. La voix du lecteur, du comédien est parfaite. Voilà, ça a beaucoup apporté.
Ça a été une très agréable surprise. Je vous dis, je m'attendais pas... Enfin, vous savez comment je fonctionne, je reçois... ça va être la même chose, là, puisque je suis membre d'un jury pour la 2e fois, avec l'histoire de, comme je vous dis, c'est quoi le terme exact ? Du prix du meilleur polar de chez Point. Donc, je dois lire ou écouter 10 livres. Qu'on me parle de la lune, qu'on me parle des reptiles, qu'on me parle, j'en sais rien, de n'importe quoi, je dois lire ou écouter les livres. Donc, je me précipite pas forcément pour lire les 4e de couverture. Bon, là, je l'ai fait rapidement avec ceux-là, mais de toute façon, que ce soit n'importe quoi, il va falloir que je me plonge dedans. Celui-ci, je crois pas que j'avais lu la 4e, pas du tout. Et du coup, j'ai été très surprise pendant mon écoute. Et puis du coup, j'ai commencé à écouter et après j'ai repris pour vraiment lire ce qu'il y avait écrit. Je me suis dit, ah. Alors, dans ce livre, je vous avais un peu raconté le début de toute façon. Donc au tout début, la 4e de couverture, on nous dit un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. Oui, mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t'a accompagné partout, ce n'est pas ça. Ni à cause des rôles que tu as endossés, SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition, qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. Voilà, donc ça n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure, non. Et en fait, bon, ce livre est suivi d'un entretien inédit avec l'auteur, qui est très intéressant, parce que, en fait, dans ce livre, on suit un journaliste qui a du coup ce fameux père et qui va, je fais n'importe comment, qui a ce fameux père et qui aimerait en savoir plus en fait. Donc il va avoir une démarche tout à fait journalistique et essayer de creuser et tout pour en savoir davantage. Enfin voilà, pour en savoir davantage. Et tout ça se mêle en plus à un procès qui concerne le père totalement. Et en fait, il y a un côté où forcément, on se dit, mais quelle est la part autobiographique en fait ? Est-ce que c'est du 100% autobiographie? Est-ce que c'est inspiré de faits réels concernant totalement l'auteur et donc c'est là où l'entretien avec l'auteur est indispensable. C'est quelque chose moi que j'aime beaucoup. Quand dans les livres audio, ça se termine par un entretien inédit avec l'auteur, j'adore en fait. J'ai de très très bons souvenirs de cet entretien avec Julien Sandrel à la fin de La Chambre des Merveilles, avec Aurélie Valogne à la fin de Né sous une bonne étoile, et de Romain Puertolas à la fin du Voyage du Fakir, etc. Parce que ça m'a permis de découvrir les auteurs, de découvrir la façon dont ils... Enfin, Julien Sandrel, j'ai découvert l'auteur. Ouais, j'ai découvert l'auteur. Aurélie Valogne, j'ai découvert pourquoi ce livre. Pourquoi Né sous une bonne étoile, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et Romain Puertolas, j'ai découvert l'auteur. Et alors là... Mais l'auteur... incroyable en fait, que j'aimerais tellement rencontrer par rapport à ça, il est... Enfin bon, bref. Donc pour moi c'est très très important, très puissant, et là, dans ce cas-là, l'intérêt de l'entretien avec l'auteur, c'est de démêler le vrai du faux. Donc c'était un livre que j'ai beaucoup aimé, il dure 9h20 au niveau de l'écoute, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, et donc ce livre a été vraiment une agréable surprise, parce que je m'attendais pas du tout à ce sujet, et ça a été très intéressant. Très intéressant parce qu'il y a un côté Seconde Guerre mondiale et alors on n'est pas sur un cas très fréquent, on est un peu sur un cas, une exception, etc. Mais vraiment j'ai appris beaucoup de choses en fait. On parle beaucoup des résistants et tout, mais là voilà, il y a eu comme je vous dis, le père du narrateur, qui a eu des rôles entre SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition, qui a sauvé des Français, etc., etc. Enfin voilà, il y a eu tellement de choses, et c'est le père est quelqu'un de très particulier, qui s'est inventé 50 000 vies, qui a
énormément de mal à dire la vérité, et au moment où quelqu'un va s'approcher de la vérité, il va réussir à un peu soit changer lui-même de fonction, soit à entourlouper pour voilà. Donc voilà. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà lu ou si vous l'avez déjà écouté, mais franchement, très bien, et ça passe totalement en livre audio. Voilà, c'est vraiment, je veux pas dire que c'est mieux en livre audio qu'en livre papier, j'en sais rien. Il aurait fallu que vraiment je fasse les deux, mais l'histoire se prête très bien, je trouve, au livre audio. Ensuite, j'ai fini ce livre. Il s'agit du jeu de l'assassin d'Anne Gaillot-March. C'est le premier tome des enquêtes de Roderick Allen. J'avais lu le tome 3. J'ai bien aimé le début et j'ai eu un peu de mal ensuite. Pourtant, l'idée est géniale. On est dans le jeu de l'assassin. Donc l'idée, en fait, c'est que des personnes sont invitées par un collectionneur d'armes, et l'objectif, c'est de participer au jeu de l'assassin. Donc l'idée du jeu, c'est que le majordome va discrètement donner à l'un d'entre eux un petit carton disant vous êtes l'assassin, et puis il y a le jeu va se passer sur une journée, je sais plus sur quel créneau horaire assez réduit, et du coup il va devoir du style taper sur l'épaule de quelqu'un et dire vous êtes mort ou un truc comme ça, et puis je crois qu'ensuite il doit éteindre toutes les lumières et mettre une alarme, enfin je sais plus, bon, bref, un jeu un peu comme ça en fait. Donc et puis ensuite tout le monde devra, il y aura un faux procès qui sera fait, et l'objectif ce sera de réussir à trouver qui est le meurtrier. Donc en gros c'est un roman policier digne d'un Agatha Christie vu les circonstances et tout, sauf qu'en fait non, ce n'est pas un roman policier, c'est censé être un jeu. Et vous vous doutez de ce qui va se passer. Eh bien dans ce jeu, donc il y a tout qui est fait, et les lumières sont éteintes et tout, et quand tout le monde commence à sortir et à se dire qu'est-ce qui s'est passé, alors il est où notre faux mort, et ben il tombe sur un vrai mort. Voilà. Donc l'idée elle est excellente, l'idée est excellente, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Enfin vous voyez, rien que d'en reparler, j'imagine à tout ce qui a été écrit dans ce livre, tout ce qui aussi aurait pu être fait et tout ça, donc voilà. Bon, le souci, c'est que par moments, ça a été un petit peu long pour moi. J'ai bien aimé parce que, comme je vous dis, j'ai lu le tome 3, et il y a des personnages qu'on découvre dans ce tome qui reviennent dans le tome 3. Il y a même la connaissance de Roderick Allen avec 2 personnages qui ensuite deviendront, je vais pas dire ses proches, mais en tout cas des personnages qui reviendront ensuite. Mais je peux pas dire que je me suis ennuyée, mais c'était quand même un peu lent, et à un moment donné j'ai un peu décroché. Et j'ai eu du mal, et même l'approche du dénouement a pas réussi à me tenir vraiment en haleine, sans mauvais jeu de mots. Moi je sais pas, je suis déçue, je suis un peu déçue. J'ai le tome 2, je dois lire le tome 5 aussi quand il sortira. Bah j'irai le tome 5. Et je verrai, voilà, je verrai. Si vous voulez découvrir cette série, je vous conseille de la découvrir dans l'ordre, puisque comme je vous dis, il y a un lien donc avec les personnages. Donc commencez par ce tome 1, et vous verrez si vous êtes totalement emporté, ou si pareil vous avez un petit moment d'essoufflement. Je sais que certains se sont vraiment totalement ennuyés avec ce livre, je dirais pas jusque là, mais voilà, c'était quand même pas extraordinaire. Ensuite je devais lire Amour et vieille dentelle, qui est le premier tome des Panthères grises de William Scrépin chez Albin Michel. J'ai commencé, je n'ai pas accroché du tout. Je devais lire avec Estelle de Petite Lectrice et Florence de Flow & Books, et on l'a toutes les 3 abandonné. Voilà. Ce qui m'a gênée, ça a été l'écriture
En fait, enfin, pour vous dire très rapidement, je lisais un paragraphe, j'étais plutôt bien dans mon paragraphe et tout. Puis hop, on change de paragraphe, et là j'avais l'impression de ne plus rien comprendre en fait, qui s'était passé, je sais pas, des pages entre deux paragraphes. Donc j'essaye de me replonger dedans. Bon, je commence à m'y mettre, et puis hop, on change de paragraphe et à nouveau. Et voilà, j'ai eu ce sentiment. Euh, à chaque fois de rien comprendre en fait, ou d'avoir loupé tellement d'épisodes que ça me demandait beaucoup d'efforts pour accrocher les morceaux et voilà. Du coup ça l'a pas fait et, et c'était vendredi alors que j'avais prévu une lecture commune à partir de dimanche. Et je voulais pas tricher et commencer ma lecture commune vendredi, à la limite la commencer samedi, ok, mais la commencer carrément vendredi. Surtout que vendredi j'avais de la route, samedi j'avais de la route, enfin j'étais en voiture alors que mon mari conduisait, donc j'avais moi-même du temps pour lire, donc bon, je voulais pas prendre trop d'avance sur la lecture commune, donc j'ai casé un autre livre. J'ai hésité au niveau du style, ça c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un planning qui est assez cool et que j'arrive du coup j'arrive à lire plus vite que ce que je prévois, et donc vous savez, j'aime bien, je trouve ça bien d'avoir de me fixer des objectifs hyper atteignables, enfin, voilà, j'ai un esprit bizarre. Et donc là, il a fallu que je choisisse comme ça un petit livre et tout. Donc j'ai sorti tous mes policiers et thrillers, tous ceux que j'ai dans ma palle chez Pocket, qu'on la goutte comme ça, la goutte de sang. J'ai sorti tout cela pour voir ce que je pouvais lire. Parmi ceux-là, aller un petit court, j'avais besoin d'un rythme. Et puis en même temps, le livre, la lecture commune prévue dimanche, c'était celle-ci. Donc, je me suis dit, on va éviter. Je pars sur autre chose, un petit livre que j'ai envie de lire, et j'ai sorti celui-ci. Et je suis contente. Donc c'est Une vraie mère ou presque de Didier Van Coelaert chez Albin Michel. Donc ça me permettait de remplacer un abandon Albin Michel par un autre Albin Michel en espérant que j'allais pas l'abandonner. Et puis ce livre m'intriguait. Alors c'est un livre que j'ai reçu en service presse le 22 avril, puisque vous savez, je vous ai dit que je notais maintenant dans mes livres quand je les recevais. D'ailleurs, il va bien falloir que je le fasse avec cela, pour que après, par la suite, ça me fasse des souvenirs, parce que je vous l'avais dit, quand j'étais au lycée, je faisais ça. On va passer à une séquence souvenirs du coup. Parce qu'en fait, Didier Van Coelaert, c'est un auteur que je lisais quand j'étais au lycée. Et j'en ai à la maison. J'ai des livres de lui. Alors je sais que j'en ai lu quand j'étais... au lycée. Et je les prenais même à la bibliothèque. Ce qui est assez fou me connaissant, parce que vous savez que je ne lis pas de livres d'occasion. Et je ne vais pas à la bibliothèque. Mais voilà, quand j'étais au lycée... Donc ça date. Je suis sortie du lycée, j'avais pas encore 17 ans, je vais bientôt en avoir 37, donc ça date. À l'époque, ça ne me gênait pas de lire des livres de la bibliothèque. Mais j'en ai quand même quelques-uns à la maison. J'ai cela. J'ai L'éducation d'une fée, La demi-pensionnaire, Corps étrangers et Rencontre sous X. Alors, si vous regardez le logo de livre de poche, il est où mon livre de poche? Ouais, ça c'est le logo actuel. Et est-ce que j'ai le logo? Et là, on est sur le logo actuel. Vous voyez la différence? Je sais pas si c'était flou ou pas. Et donc, j'ai regardé ce livre. Et tout, ça me rappelait des souvenirs. Je les ai ouverts. Et puis là, je dis, ah, c'était écrit que j'avais acheté ce livre le 27 juillet 2001. Et celui-ci, je l'ai acheté le mardi 7 août 2001, au même endroit. Là, j'ai dit le 27 juillet et là, le 7 août. Voilà. Celui-là coûtait 35 francs, mais bon, on était en 2001, donc on était déjà avec des euros. 4,57 €. 4,57 €, non mais c'est dingue. Les prix ont quand même vachement augmenté, hein. 5 €. 5 €. 7,40 €. Bon, je l'ai reçu en service presse et je remercie énormément le livre de poche, mais voilà, le prix des livres, le prix des livres a pas mal augmenté. Voilà.
Donc ça, c'était mes lectures de lycée. Bah, vous voyez, j'étais lycéenne. J'étais lycéenne à ce moment-là. Ça va faire 20 ans que j'ai mon bac. Donc ça date. Et à cette période, on n'avait pas tout ce qu'on voit maintenant de littérature young adulte. On parle pas mal d'Harry Potter qui a un peu commencé à la tendance un peu young adulte. Harry Potter, moi, c'était pas trop ma génération. Enfin, quand je dis pas trop ma génération, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. En fait, Harry Potter, il est rentré en 6e quand mon frère, qui est plus jeune que moi, est lui-même rentré en 6e. Donc, quand il est rentré en 6e, je sais plus en quelle classe j'étais. Bah, j'étais au lycée. Enfin bon. Du coup, mon frère vraiment était dans le truc Harry Potter. Il était vraiment dans le truc Harry Potter parce que voilà, il y avait quelque chose. Il y avait un lien comme ça, et puis je sais que ma mère les lisait aussi, donc voilà. Après, on peut parler de la série Twilight, qui a quand même été un sacré phénomène. Moi, la série Twilight, je l'ai dévorée et je l'ai adorée quand j'ai commencé à travailler. Ah ouais. Donc, mon bac était passé, je vous dis, il y a 20 ans. J'avais eu le temps de faire mon bac plus 5 et de commencer à travailler tout début septembre 2007. Voilà. Et j'ai dû commencer à découvrir les livres fin septembre, en octobre. Enfin bref, c'était assez... oui, c'était à peu près à cette période-là. Donc j'étais pas du tout le public visé. J'étais un peu vieille déjà pour ça. Donc voilà, à mon époque... il n'y avait pas de littérature young adulte comme il peut y avoir maintenant. Donc il y a eu vraiment un côté bascule, et la bascule se fait un peu au collège, quoi. Enfin, je trouve. C'est-à-dire que en CM2, j'avais découvert Charlie et la chocolaterie, et puis paf, en 6e, on nous balançait déjà pas mal de livres adultes, et bon, j'ai découvert Agatha Christie alors que j'étais en 4e, et j'en avais déjà bien entendu parler en 5e, et ça commençait déjà un peu à me tenter. Donc voilà, il y a vraiment, soit on lisait de la littérature jeunesse, soit on passait au monde adulte. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, les enfants sont vraiment très accompagnés. On n'est plus sur livre enfant, livre adulte, on est sur les livres jusqu'à 3 ans, de 3 à 6 ans. On commence à lire de 6 ans jusqu'à 8 ans, puis de 8-12, parce qu'après après 12 ans, on arrive sur l'adolescence, donc c'est des livres très particuliers. On n'y est pas encore à la maison, et puis ces livres très particuliers vont accompagner jusqu'au young adulte, et puis enfin voilà, il y a vraiment des sacrés accompagnements, et je trouve ça très bien en fait. Je trouve ça très bien parce que ça veut dire que le livre va répondre encore plus aux attentes du lecteur, et dans un monde où on nous dit il y a tout le temps des écrans, nos enfants ils lisent plus, et ben en fait c'est comme si je sais pas, l'industrie du livre s'était adaptée à ça et essayait d'attirer le lecteur en lui parlant davantage, ce qui est hyper intelligent, intéressant. Et niveau marketing, ils mettent le paquet sur les couvertures, et elles sont canons, franchement. Elles sont canons. Les rayons, je connais bien les rayons jeunesse des librairies et tout. Franchement, je trouve ça très bien. Et avec le recul, je me dis, ouais, c'est vrai, à mon époque, il y avait un manque. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je lisais du Didier Van Collaert quand j'étais au lycée, et que j'aimais beaucoup. J'avais moins aimé. Je peux plus vous dire de quoi ça parle. Celui-là, je l'avais moins aimé, mais celui-là, j'avais beaucoup aimé. Si je vous lis la 4e de couverture de L'éducation d'une fée, si vous ne connaissez pas, que faire lorsque la femme de votre vie décide de vous quitter parce qu'elle vous aime? Comment sauver le couple de ses parents quand on a 8 ans? Une fille à la dérive peut-elle devenir une fée parce qu'un petit garçon a décidé de croire en elle? Avec la force, l'humour et le style qui ont fait le succès de tous ses romans, Didier Van Collaert, prix concours pour Un aller simple, je ne l'ai pas Un aller simple, nous montre une fois encore comment le quotidien le plus cruel peut basculer dans le merveilleux, et la détresse ouvrir le chemin d'une seconde vie. Voilà, j'ai des très bons souvenirs. Je ne sais plus, mis à part la 4e de couverture, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, mais j'en ai vraiment de très bons souvenirs. Du coup, Didier Van Collaert, j'en ai réentendu parler avec son livre qu'il a fait sur le confinement, là. Donc là, à la fin, il y a tous les livres qu'il a écrits. Voilà. Ça fait beaucoup, hein.
Alors, comment il s'appelle ce livre? C'est pas du théâtre. C'est quoi ça? C'est pas un essai? Ah, il a même fait un album jeunesse. C'est pas un récit. La raison d'amour. Ah bah c'est ça. L'inconnu du 17 mars. Voilà, donc ce livre m'attirait, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas s'il est sorti en poche. Ouais, il est sorti en 2020 chez Albin Michel, mais je ne sais pas s'il est sorti en poche, il faudrait que je regarde. Ce livre m'attirait pour plusieurs raisons. Déjà, 17 mars, voilà, 17 mars... tout le monde ne se rappelle pas que c'était le confinement en fait, c'est le premier jour du confinement. C'est rigolo parce que officiellement c'était le premier jour du confinement, je m'en rappelle extrêmement bien puisque c'était l'anniversaire de ma dernière. et quand on en reparle avec les gens, en fait c'était un mardi 17 mars, je crois que c'était à midi, un truc comme ça. Et je m'en rappelle aussi pour d'autres raisons douloureuses parce qu'on a eu un décès dans notre famille. Et ce jour-là, le jour du confinement. Et en fait, pour beaucoup, le confinement a débuté le vendredi d'avant parce que les écoles fermaient à ce moment-là. Ma boîte a fermé le vendredi soir, on était en télétravail à partir du lundi. Enfin voilà, mais officiellement, le confinement a débuté le mardi 17 mars. Voilà, et en fait, du coup, rien que cet auteur, plus le titre du livre qui dit bah, c'était quand même le 17 mars, m'intrigue. Et voilà, bon, j'aimerais le découvrir. Mais bon, en attendant, c'est celui-ci que j'ai découvert. Une vraie mère, ou presque. Alors, c'est un livre court, même pas 200 pages. Si je vous lis la 4e de couverture, c'est indiqué « En 3 mois, ma mère a perdu 11 points. Elle n'a jamais conduit aussi mal que depuis qu'elle est morte. » Il faut dire que j'ai laissé la carte grise à son nom et j'ai l'excès de vitesse facile. Mais voilà qu'un jour, une lettre de la préfecture la convoque à un stage de récupération de points. C'est alors que Lucie Castagnol, bouillonnante comédienne à la retraite, se jette sur moi avec la ferme intention d'interpréter le rôle de la disparue. J'ai beaucoup aimé, je suis très très contente d'avoir relu cet auteur en fait. Il m'en manque plein, vous voyez, j'en ai que 5 du coup, en comptant celui-ci, il y en a beaucoup d'autres à découvrir. Mais voilà, le temps a passé, je ne sais plus exactement pourquoi j'appréciais cet auteur. D'ailleurs, je l'avais découvert grâce à des forums à l'époque. Donc je vous dis, on parle de 2001, donc des forums sur internet que je suivais, des forums de livres en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur qui avait de bons avis et tout, auprès des gens avec qui je discutais. Et donc je l'ai découvert et je le regrette pas. Et c'est marrant aussi parce que c'est une période où, même si j'avais fait une série S, la littérature m'intéressait assez et les phrases sont très belles. Alors, je sais pas vous dire s'il a beaucoup évolué dans son écriture et tout, mais c'est pas, malgré le fait que ce soit un livre court, c'est pas un livre qu'on passe comme ça. On n'est pas sur un thriller. Non, c'est un livre, on prend le temps de savourer. On prend le temps de savourer la formulation de la phrase. C'est hyper... je sais pas comment vous dire. Enfin, ne serait-ce que là, se dire en 3 mois, ma mère a perdu 11 points, elle n'a jamais conduit aussi mal que depuis qu'elle est morte. Rien que ça, c'est assez ironique. Ah, c'est très agréable, c'est très agréable au niveau de l'écriture. C'est rigolo parfois. Le récit est à la première personne. On arrive bien à s'identifier. Enfin, bon, le récit est à la première personne. On comprend. Enfin, il y a un moment donné, on se dit attends, le narrateur c'est qui? En fait, c'est vraiment de l'autobiographie. C'est non, l'auteur. Enfin, le narrateur, même s'il est auteur, ne s'appelle pas Didier. Mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes. J'ai été regarder du coup dans sa biographie parce qu'il y a on parle de sa mère, mais on parle aussi de son père, et donc je voulais en savoir plus sur sa biographie, enfin voilà, sur sa vie, pour comprendre la part autobiographique. Surtout que le livre se finit, il n'y a rien, il n'y a pas de remerciements, il n'y a pas, un entretien inédit avec l'auteur, donc j'avais besoin d'en savoir plus. Et j'ai su notamment qu'en fait, cette phrase-là, l'auteur se l'est lui-même dite, et bon, il y a une bonne part autobiographique, mais c'est pas du 100% quand même, notamment sur la partie un peu loufoque avec la fameuse comédienne. J'arriverai pas à vous trouver des phrases, des phrases superbes, c'est dommage parce que j'en ai lu à mon mari parce que j'aimais vraiment beaucoup. Mais vraiment des jeux
des jeux avec les mots qui sont très agréables. Voilà, plus une histoire sympa, quoi. C'est pas des jeux avec les mots pour s'amuser et puis il n'y a rien d'autre. Non, non, non. C'est vraiment, non, vraiment une très bonne écriture. Ce qui est assez rigolo, c'est que il parle du festival du livre de Nice. Ça se passait, l'histoire se passe notamment à ce moment-là et je l'ai lu à ce moment-là, pendant le festival du livre de Nice. Voilà, ben, je sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part, si vous connaissez l'auteur du coup, qu'avez-vous lu de lui? Que me conseillez-vous? Parce qu'il faudrait vraiment que je continue, je dis pas me mettre à jour et lire que ça dans les 3 mois qui arrivent. De toute façon, vous avez compris que mon été sera assez rempli par tous les engagements que j'ai pris je sais pas, par envie certes, mais par folie peut-être. Mais oui, je veux bien échanger en fait avec vous. C'est quoi votre lien avec cet auteur? Vous avez lu quoi? Vous aimez quoi? Vous me conseillez quoi? Vous en avez lu il y a très longtemps, vous avez arrêté, vous l'avez découvert récemment. Enfin voilà, j'ai besoin de parler de l'auteur. Non mais puis de mon côté, vous voyez, ça voilà, comme je vous dis, je vais avoir 37 ans. Je réouvre en fait, je réouvre ça. Un auteur de mes années lycée, le mois où ça fait 20 ans que j'ai passé le bac, enfin, c'est... ouais, ça, je sais pas, ça fait quelque chose. Bon, allez, je passe maintenant au livre que j'ai... au livre en cours, au livre que je suis en train de lire au singulier. Alors, donc niveau lecture en cours, j'ai un livre audio en cours, mais je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Enfin, oui, puis même de toute façon, les livres audio, enfin j'en ai terminé d'autres aussi d'avance par rapport au jury du prix audio, mais je vous en parlerai au fur et à mesure en fait. J'ai pas envie de faire une partie livre lu avec 50 livres audio. Après, on va encore me dire que j'écoute que des livres audio alors que je lis beaucoup plus de papier. Mais voilà, je préfère faire comme ça. Donc voilà, livre audio, j'en parle pas. Et puis en fait, livre papier, autant il y a 1 an, je pouvais vous dire oui, je lis plusieurs livres en même temps. Hein. Maintenant, non, je lis un livre à la fois et je me donne à fond dans cette lecture. Et puis après, je passe à autre chose. Ce qui n'est pas toujours évident parce que quand on sort de chez soi et qu'on doit porter un livre toute la journée et qu'on choisit un pavé, on regrette d'avoir un pavé, on aurait voulu plutôt avoir un livre plus court. Mais c'est comme ça. Alors, Bernard Minier est un auteur que je voulais découvrir pour des raisons personnelles. Voilà, je voulais découvrir cet auteur, je voulais à tout prix découvrir cet auteur. Je veux rencontrer cet auteur. Je sais pas comment ça va être possible. Il y a sa mort en poche à la fin du mois, je sais pas comment me débrouiller parce que... pour le rencontrer parce que a priori je serais pas disponible à ce moment-là, puis voilà après mais bon bref, il va falloir trouver un moyen parce que je veux rencontrer cet auteur. J'ai commencé à faire la liste des auteurs que je veux rencontrer et puis voilà, ce sera selon les occasions, selon les salons et puis on verra, mais voilà, je commence à avoir une liste, j'en ai pas beaucoup, j'ai peut-être 4 noms je pense, 4 noms. Ça va me venir aussi au fur et à mesure des lectures, hein, mais là, pour l'instant, voilà, il y en a 4. Il y a vraiment des auteurs que j'ai pas vus, parce que je pense par exemple à Cédric Cyr, que maintenant je veux revoir. C'est bon, j'ai découvert son livre, un de ses livres, pardon, Avec tes yeux, j'ai beaucoup aimé, je veux en lire un autre. Je veux qu'il me conseille, en fait, je veux le revoir en lui disant, ça y est, maintenant je te vois et j'ai enfin lu un de tes livres, maintenant je lis quoi? Enfin, voilà, mais... je l'ai déjà vu et puis voilà. Là, non, je parle vraiment d'auteurs que je veux rencontrer. Et Bernard Minier, je voulais le rencontrer avant même d'avoir découvert ses livres. Oui. Donc, comme j'avais très très hâte de lire ses livres, comme j'aimerais énormément le rencontrer, pour certaines raisons, ben j'avais mis un peu la pression en fait. J'avais mis la barre haute. Et sur ça, je suis pénible parce que je vais mettre j'arrive plus à parler. Je vais mettre la barre haute sur des auteurs que j'aime beaucoup, style Virginie Grimaldi qui sort un nouveau livre. J'adore les livres de Virginie Grimaldi. Elle en sort un, je vais mettre la barre haute. Bon bah là avec le dernier, pour moi c'est mon préféré. Voilà. Donc c'est embêtant parce que si vous voulez, quand je mets la barre haute concrètement, ça se concrétise par
des pages où je vais me dire, enfin c'est presque comme si je partais en me disant je n'aime pas le livre, à l'auteur de me prouver le contraire, enfin je sais pas comment dire, à l'histoire de me prouver le contraire. Alors que j'aborde pas les livres comme ça normalement. J'aborde pas les livres en me disant ok, d'avance je n'aime pas. Non, j'y vais avec de la curiosité, etc. Et plutôt enthousiaste en fait. Et donc quand j'abandonne, c'est que vraiment il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Mais là, je suis partie un peu perdante en me disant, ok, je tiens vraiment à ce livre. Je veux aimer ce livre. Donc par défaut, on se dit que je l'aime pas. Et voilà. Alors, du coup, il y a quand même plusieurs choses à dire. Déjà, Bernard Minier fait partie des auteurs des auteurs français les plus vendus. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu tendance à oublier, et pourtant qui est une marque de succès total. Je sais pas si on peut dire que je suis une lectrice française classique, moyenne. Peut-être que si, en fait, ce qui est un peu dévalorisant, mais peut-être que si, parce qu'au final, c'est vrai que les auteurs les plus vendus, bah, en fait, c'est des auteurs que j'aime bien. Voilà. Je suis pas quelqu'un de littéraire a priori, je suis pas... Voilà. Mais c'est vrai que c'est des auteurs que j'aime bien. Il y a quelque chose, voilà, bon, un Guillaume Musso, on sait qu'il a la recette du succès, et en même temps quand on lit un Guillaume Musso, bah c'est bien. Virginie Grimaldi, bah j'aime bien. Franck Tillier, j'en ai lu un, bah j'ai bien aimé. Mélissa d'Acosta, j'aime beaucoup. Valérie Perrin, j'en ai lu 2 sur les 3, j'ai bien aimé. Le dernier, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin voilà. Donc quelque part, bon, ça aurait dû être un indice pour moi pour me dire oui, bah de toute façon j'aimerais. Après, il y a d'autres choses. Ça se passe à la montagne. Bon, ça, c'est pas mon truc. En plus, au niveau des montagnes, ça se passe dans les Pyrénées, que je connais vraiment pas. Mais bon, ça, on comprend d'où... L'auteur est originaire de Béziers, donc on peut comprendre, etc., que ça se passe là-bas. Mais voilà, donc ça, c'est des choses... c'est un pavé, donc c'est pas forcément un point positif. J'ai été, enfin pour moi, parce que je suis pas forcément pavé, même si avec tes yeux de Cédric Cyr, c'est un pavé et je l'ai vraiment dégommé. Alors là, je ne le dégomme pas. Sur ce livre fait 725 pages, 730 pages, je l'ai pas fini, alors que alors que ça fait 3 jours que je l'ai commencé. Enfin, je l'ai lu 2 jours pour l'instant et je l'ai pas fini. Alors que le Cédric Cyr, je l'aurais déjà fini. Donc rythme un peu plus lent. Mais j'aime vraiment beaucoup. Le début m'a fait peur. Le début m'a fait peur parce que, en fait, on est dans une centrale hydroélectrique. Et on a des histoires avec un téléski, etc. Et il y a beaucoup de descriptifs comme ça. Donc moi, la montagne, je connais pas. Les Pyrénées, encore moins. J'ai eu beaucoup de mal à me représenter ça. Alors peut-être que même les gens qui connaissent la montagne sont pas habitués à ça, mais bon, je partais vraiment de loin. Et mis à part dire que j'ai peur dans les petites routes de montagne, c'est tout ce que je peux dire sur la montagne. Et là, il y avait beaucoup de descriptifs de comment dire, comment la centrale était faite. On a retrouvé un premier cadavre, comment on l'a retrouvé, à quel endroit, etc. Beaucoup de descriptifs comme ça où je me suis dit, ouh là là, je sais pas trop. Et puis après, je me suis demandé, parce qu'il y a beaucoup de styles de thriller, et je me suis dit, je me suis demandé si ça allait pas ressembler à de Nicolas Beuglet. En fait, je sais pas pourquoi, ça me faisait penser au dernier Nicolas Beuglet que j'avais pu lire. Et c'est pas forcément mon auteur préféré, parce qu'il y a des petites choses qui me gênent dans son écriture. Et voilà, donc ça c'est mon état d'esprit au début, où je me disais, oh, il y a beaucoup de descriptions, oh, c'est lent du coup, ça se met en place, hein. Et puis ensuite, ça s'est mis en place, ce n'était plus lent, c'était très prenant et très bien écrit. C'est pas un... Donc c'est un thriller, mais c'est pas un thriller justement. Je compare avec Cédric Cyr parce qu'on est sur un pavé, et en fait c'est radicalement différent. Pour moi, dans Avec tes yeux, on avait vraiment un rythme, un truc où on se disait ah, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui... Voilà, un truc comme ça. Donc prenant parce que les pages défilaient très vite. Là, ouais, c'est prenant, mais c'est rare, et c'est pour ça que je le souligne, c'est rare dans les thrillers que j'arrive à ressentir une ambiance angoissante en fait, vraiment.
Et c'est très bien, enfin c'est très bien décrit, c'est très bien écrit. J'ai relevé pas mal de phrases, de tournures de phrases très intéressantes. Régulièrement, on nous fait le point sur la situation de l'enquête qui, franchement, c'est, on a l'impression que c'est un puzzle avec les mauvaises pièces, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un sacré truc, quoi. Mais on n'est pas perdu, c'est pas trop compliqué. Et puis, donc là, celui qui mène l'enquête, c'est le commandant Servaz. Mais en fait, il est humain, il a peur par moment, vraiment, il nous transmet cette peur. Et en plus de ça, eh bien, on connaît son ressenti sur l'enquête, en fait. Régulièrement, on voit que lui-même, il se dit « Waouh, non mais en fait, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on trouve quelque chose, en fait, ça nous ouvre 10 problèmes. » Enfin, voilà, il décrit vraiment ça. Et à chaque fois qu'il décrit ça, c'est des phrases que j'aurais tendance à relever et à mettre dans les citations d'Abellio, parce que j'aime beaucoup les tournures de phrases, les jeux avec les mots, justement, c'est très agréable. Donc, c'est pas un thriller où je suis comme ça, mais en même temps, bah voilà, là je vais le reprendre ce soir, je sais pas si je vais aller jusqu'à la fin, mais vraiment je vais le reprendre avec plaisir et je lirai les suivants avec ce fameux commandant. J'ai vu que les suivants c'était aussi de sacrés pavés, 800 pages pour le deuxième avec ce commandant, 700 pages je crois pour le troisième, donc voilà, ce sera tout le temps des pavés, ce sera comme ça, mais vraiment ça se lit bien et... non mais je suis en train de défiler les pages, faut pas que mes yeux tombent sur des choses incroyables, mais c'est bien écrit. Je vous ai déjà dit ce que j'aimais dans les thrillers, j'aime les chapitres courts, c'est pas le cas, il n'y a pas des chapitres courts, les chapitres sont longs, mais il y a des paragraphes et relativement courts, et en plus dans les paragraphes on peut sauter d'un personnage à un autre, donc ça c'est assez intéressant. Je commence un peu à élaborer comment dire... quelques hypothèses, mais voilà. Donc pour l'instant, pour moi, c'est une réussite sur l'écriture. Je suis très agréablement surprise par l'écriture et cette ambiance qu'il arrive vraiment à mettre. Et puis, il y a quand même un certain rythme. C'est pas non plus... je vous dis, je suis pas sur un rythme incroyable. Il joue pas avec les fins de chapitre en disant « Et soudain, il ouvre la porte et... » Point, chapitre suivant, enfin non, il n'est pas à ce point-là, grossi à ce point-là sur le suspense, ça se fait de façon beaucoup plus fine, sans que ce soit haletant, c'est pas du Alexis Leibsker, c'est pas du Cédric Cyr, il y a vraiment une bonne écriture, je suis très agréablement surprise par ça, le suspense est là sans que ce soit trop grossier, sans que ce soit non plus haletant comme certains auteurs peuvent faire, mais voilà, ça marche très bien quand même et c'est quand même prenant. Je m'attache beaucoup au commissaire que je trouve très humain. Je me suis fait la réflexion hier en fait, voilà, on nous met dans l'histoire, on nous met ce commissaire qui forcément a une vie avant que nous on le découvre et bon, on nous décrit 2-3 petites choses, c'est avec qui il travaille par exemple, et puis en fait très tardivement on apprend des parties de son histoire en fait, de son histoire actuelle, de son passé, et ça a été fait d'une façon très fine, sans que ça nous empêche de comprendre des choses, mais maintenant qu'on le sait, on comprend encore mieux en fait. J'ai beaucoup apprécié. Enfin oui, il y a un côté fluide, voilà. L'écriture est agréable par les mots et par la fluidité. Et l'histoire, voilà, l'histoire est prenante et avec ce nombre de pages, eh bien, il y a largement le temps de la complexifier, de la compliquer à un point assez incroyable, où là on se dit wow, mon Dieu, il me reste 200 pages, un peu moins de 200 pages, je me dis mais... il peut encore se passer beaucoup de choses, on peut encore ajouter, et là il va falloir ensuite démêler les fils. Bien évidemment, dans ce style de livre, ce qui fait quand même partie de ce que je vais apprécier, ça va être le dénouement. Enfin, je peux pas vous dire ce livre est excellent alors que je l'ai pas fini. Si le dénouement était totalement prévisible, voilà. S'il était imprévisible, si l'auteur a été nous chercher un personnage
un peu inattendu, mais que j'ai soupçonné parce que, comme dans les Agatha Christie, je m'amuse à soupçonner tout le monde, bon, ça m'ira quand même. S'il arrive en plus à me surprendre et à aller encore plus loin, alors là, ce sera top. Voilà, donc pour l'instant, je peux pas vous dire à 100% ce que j'en pense, et en même temps, heureusement, puisque ce livre fera partie des livres lus dans le prochain épisode de podcast, et je vous reparlerai de ça. Et là, du coup, mon avis sera biaisé par le dénouement, ou en tout cas, je pourrais vraiment vous donner mon avis final, global, sur ce livre dans sa totalité. Voilà. Je vais m'arrêter là du coup, parce que j'ai une famille qui attend que j'arrête d'enregistrer pour pouvoir continuer à vivre. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces livres, donc je veux bien avoir vos retours sur Didier Van Collaert, sur Le Cerf-Volant si vous l'avez lu, celui-ci aussi, enfin voilà, je veux bien avoir vos avis sur tout ça. Je vous souhaite de très bons moments de lecture et écoutez, je vous retrouve bientôt. À bientôt.